Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle série de cours en vidéo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour explorer ensemble un sujet passionnant. Dans cette série, nous plongeons dans les méandres de la toxicologie environnementale et professionnelle en abordant les pesticides d'une manière générale et précisément les insecticides inhibiteurs des cholinésterases en traitant les organophosphorés et les carbamates. Pour ce faire, nous allons tout d'abord définir ce que c'est ces inhibiteurs, les insecticides d'une manière générale, comment peut-on classer les pesticides, quelles sont les sources d'exposition à ces produits et comment et où on les utilise, la cinétique des pesticides insecticides inhibiteurs de l'activité cholestérasique, donc une fois introduits dans l'organisme, pour enchaîner avec leur action toxique en expliquant comment ils peuvent exercer ces effets nocifs. Et enfin, nous finissons cette présentation par les moyens de diagnostic et de prise en charge de l'intoxication aux inhibiteurs de l'activité cholinestérasique. Alors, comme introduction, il faut savoir que les pesticides, vous pouvez les rencontrer sous différentes appellations, à savoir les produits phytopharmaceutiques, comme vous pouvez le déduire. Donc, ça va intéresser et concerner la protection des plantes, et ceci en luttant contre les mauvaises herbes. Les produits biocides, donc c'est pour l'élimination des organismes nuisibles, tels que les insectes ou les rats, et les produits antiparasitaires qui peuvent être tantôt classés comme médicaments en médecine humaine et vétérinaire et dans certains cas, et lorsque l'usage est en externe particulièrement, ils peuvent être classés comme pesticides chez l'animal comme les produits utilisés contre les puces. Alors de là, nous pouvons dire que le terme pesticide est un terme générique qui va intéresser plusieurs familles et sous-familles de pesticides comme les herbicides et les insecticides. Alors, il faut savoir que le terme pesticide dérive du mot anglais pest, qui vient ou qui signifie ravageur, et qui va désigner plusieurs substances actives ou préparations dans le but de prévenir, de contrôler ou d'éliminer des organismes indésirables tels que les plantes, les champignons, les animaux et les bactéries. Comment peut-on classer ces produits-là? Nous pouvons le faire selon différents critères, à savoir selon leur structure chimique, leur mode d'action, leur usage, leur toxicité, mais aussi nous pouvons les classer selon leur formulation ou présentation ou selon leur origine, qu'elle soit synthétique ou naturelle. De là donc découlent plusieurs familles ou classes et sous-classes de pesticides. Comme vous pouvez le voir, nous pouvons donc nous intéresser à leur structure chimique. Et là, nous parlons plutôt de pesticides de nature synthétique, comme les carbamates, les organochlorés ou les organophosphorés, ou bien les distinguer des pesticides naturels qui vont être utilisés contre, comme nous l'avons dit, certaines espèces animales ou êtres vivants comme les plantes. Et on peut à partir de là avoir plusieurs combinaisons de produits selon cette classification. Donc, si on devait nous intéresser aux produits pesticides selon leur formulation ou leur présentation, comme la planche le montre ici, donc nous pouvons rencontrer ces produits sous forme de poudre, sous forme de fumée, donc utilisée aussi pour l'épandage, sous forme d'émulsion ou sous forme de carrément de gélules, de petits kits ou bien de poudre à diluer soit dans l'eau, soit dans des solvants organiques. Aussi, selon leur usage et selon la cible contre laquelle nous voulons utiliser ces produits-là, nous pouvons donc rencontrer des produits pesticides insecticides, d'autres qui sont à activité fongicide contre les champignons ou herbicides ou bien d'autres classes selon leur usage. Donc là, nous rentrons dans le vif du sujet.
et qui fait l'objet de ce cours-là, à savoir traiter la toxicologie des insecticides inhibiteurs de l'activité cholinésterasique. Dans cette rubrique, nous allons constater et rencontrer deux sous-classes selon leur structure chimique, à savoir celle des organophosphorés et celle des carbamates. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, donc là, nous avons les organophosphorés qui sont qualifiés d'inhibiteurs de cette enzyme, mais de façon irréversible. Donc, ce sont des inhibiteurs irréversibles, alors que les carbamates, ce sont donc des inhibiteurs réversibles. Et nous allons, au fil de ce cours, nous allons voir quelles sont les différences de tout point de vue. Alors, il faut savoir que les organophosphorés dérivent donc de l'acide phosphorique, mais aussi ça peut être de l'acide phosphonique ou thiophosphonique. Donc, quand vous voyez la structure chimique, à partir de là, donc il va y avoir formation à partir de cette liaison des esters ou des amides de l'acide phosphorique ou d'autres acides phosphoniques ou thiophosphoniques, comme je l'ai déjà cité, pour former ces organophosphorés ou des organophosphorés soufrés. A contrario, les carbamates dérivent, eux, de l'acide carbamique, comme la structure chimique le montre ici, avec une formule générale de NH2CO2H, avec différents groupes fonctionnels pour les deux familles ou les deux classes. Nous avons donc R, donc un radical R, pour un radical X. Nous allons voir l'importance de ces radicaux-là. Et nous avons aussi deux substituants, donc des alkyles, R1 et R2, dans les deux cas de figure. Les carbamates donc peuvent aussi être classés selon leur toxicité. C'est valable aussi pour les organophosphorés. Nous allons voir quelles sont les différences entre la classification des deux sous-familles, à savoir les carbamates et les organophosphorés. Pour les carbamates, il a été donc proposé une classification en trois sous-classes et ça va de l'extrêmement toxique, donc c'est la classe 1A, jusqu'à moyennement toxique pour la classe 2. Donc dans la classe 1, nous avons A et B avec une différence de toxicité où le A est plus toxique que le B et le 2 et la classe 2, elle est moins toxique des deux précédentes. Avec des chefs de file, des exemples de carbamates qui représentent fidèlement cette sous-classe selon la toxicité. Nous avons l'aldicarbe qui demeure le plus toxique des trois molécules. Ensuite, nous avons le méthomyle qui est très toxique et le carbaryl reste le carbamate le moins toxique parmi ces trois-là. De la même manière, les organophosphorés ont été classés selon ce groupement fonctionnel, le X, qui joue un rôle important dans cette classification. Pourquoi? C'est à ce niveau-là que nous allons il va y avoir une hydrolyse de cet organophosphoré et donc ça va être en relation directe avec la toxicité ou le degré de toxicité du produit. Et de là, donc, nous avons obtenu 4 sous-classes d'organophosphorés selon leur toxicité. Ça va de 1 jusqu'à 4 en chiffres romains toujours. Nous avons la classe 1 où le X est représenté par l'ammonium quaternaire avec production ou fabrication ou l'obtention d'un organophosphoré avec un puissant pouvoir toxique, mais il n'est pas donc utilisé en agriculture afin de préserver donc la santé d'une manière générale et l'environnement. Nous passons à la classe 2 où le X est représenté par le fluor, donc il s'agit des fluorures. Ça va donc donner des organophosphorés aussi toxiques que la classe A. Avec une forte tension de vapeur et là nous rappelons donc le tabac qui a fait donc l'objet, enfin c'était donc un gaz de compas à partir des années 30. Il y a eu donc la production
des organophosphorés comme gaz de combat, comme le tabac, le sarin qui fait partie de la classe 3. Donc, ce sont donc des organophosphorés très toxiques. Il a été utilisé donc dans un moment donné comme gaz de combat. Nous avons le diméthoate et le phéntion qui sont responsables de la majorité des décès, et le dichlorovos. Le dichlorovos, donc c'est un organophosphoré très important à connaître du point de vue toxicologique. La classe 3, donc où nous allons donc avoir une toxicité moindre par rapport à la classe 2, mais plus importante par rapport à la dernière classe. Nous citons donc le sarin, qui a aussi été utilisé par le gaz de combat. Ici, le X, il peut être un groupement nitrite, donc c'est un cyanogroupe, comme donc le CN, le OCN ou le SCN, ou carrément un halogène autre que les fluorures. La dernière classe, selon la toxicité, c'est celle où l'organophosphoré renferme un autre substituant que ce qui a déjà été cité. Et là, la plupart des produits sont utilisés en agriculture du moment où ça représente ou ça constitue des produits moins toxiques par rapport à ce qu'on a déjà vu concernant les 3 classes précédentes. Nous passons aux propriétés physico-chimiques, toujours donc avec les organophosphorés de prime abord. Alors, par rapport à la présentation, il faut savoir, donc nous l'avons déjà dit, ça peut être sous forme de poudre ou de liquide. Le liquide peut être huileux dans la majorité des cas. Il peut être donc aussi sous forme de solide, comme un semblant de comprimé, on va dire. Là, qu'est-ce qu'on doit retenir de ces propriétés? Que les organophosphorés, majoritairement, d'une manière générale, ils sont peu volatiles, avec une lipophilie très importante, et cela va induire ou va conditionner leur solubilisation ou leur dissolution dans des solvants organiques. De la même manière, nous intéressons aux carbamates. Alors, par rapport à la liposolubilité, la volatilité et l'instabilité chimique, donc les carbamates, eux aussi sont, on va dire, peu volatiles. Ils sont solubles, et là par rapport aux organophosphorés, il faut retenir qu'il s'agit de produits photosensibles et thermosensibles, donc ils sont beaucoup moins stables que les organophosphorés. Quelle est la relation entre la structure et l'activité des organophosphorés? Donc, cette relation, elle a été donc rapportée et précisée pour les organophosphorés. Pourquoi? Parce comme ça a déjà été dit, que les organophosphorés dérivent de l'acide phosphorique d'abord, mais aussi de l'acide phosphonique et l'acide thiophosphonique. Et là, donc, nous pouvons distinguer les organophosphorés proprement dit et des organophosphorés soufrés. Alors, quand il s'agit d'organophosphorés avec donc un oxygène, donc là, ils vont exercer une action directe d'inhibition de cette enzyme, avec un résultat d'inhibition rapide par rapport à la deuxième sous-classe d'organophosphorés, qui vont être des inhibiteurs indirects. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils subissent d'abord une biotransformation. D'ailleurs, il s'agit d'une bioactivation à l'origine de la formation de métabolites organophosphorés. À titre d'exemple, nous prenons le parathion. D'ailleurs, c'est une molécule parmi les premiers produits organophosphorés, pesticides organophosphorés, qui va être transformé en paraoxan. Son métabolite va exercer cette inhibition de l'activité cholinestérasique. Quelle que soit la famille, donc nous précisons qu'il s'agit d'une forte, ils sont caractérisés par une forte liposolubilité et une grande, donc de ce fait, une grande affinité aux tissus, notamment le système nerveux central. Et donc ils sont
par excellence, ce sont des produits toxiques, neurotoxiques, euh, l'inactivation prolongée de l'enzyme va donner lieu à des intoxications graves avec des complications neurologiques sévères qui vont être expliquées par l'anoxie cérébrale. Elle est beaucoup plus rapportée lorsqu'il s'agit d'une intoxication par le parathion et le dichlorvos. Il faut savoir, pardon, que les organophosphorés sont de toxicité différentes, c'est-à-dire le degré de toxicité de ces produits diffère d'une molécule à une autre. Pourquoi? Par rapport à la conformation stérique de ces molécules-là, mais aussi par rapport à leur structure chimique qui va connaître des radicaux, donc des groupements fonctionnels, comme je vous ai dit, le R1 et le R2, par exemple, ce sont des groupements alkyles, et selon ces groupements-là, nous allons observer une différence de toxicité. Il a été, par exemple, précisé dans la littérature que les organophosphorés avec des alkyles éthylés, donc des éthyles alkyles, sont plus toxiques que ceux avec des groupements méthylés. Voici un exemple de molécules organophosphorées avec différents groupes de substitution. Nous pouvons donc voir ici le produit A qui représente le chlorpyrifos. Alors le chlorpyrifos, regardez donc là, vous avez des groupements plutôt éthyles. Vous avez d'un autre côté ce chlorpyrifos qui va subir donc une biotransformation. Donc là, il y aura formation de quoi? Il y aura formation du chlorpyrifos oxan. Aussi, j'attire votre attention que là, vous avez le S, le soufre, qui va être transformé, donc oxydation, et être transformé par de l'oxygène. Ce métabolite va être plus toxique et aussi actif par rapport à l'enzyme. Donc, il constitue un inhibiteur de l'activité cholestérasique. Un autre exemple, le diméthoate, par exemple, le D. Donc, regardez, là, c'est plutôt des groupements R1, R2 et méthylés. Ces groupements méthylés, ça fera du produit un pesticide organophosphoré moins toxique par rapport à ceux qui renferment des groupements éthylés. Les circonstances d'intoxication peuvent être différentes selon le cas. Il peut s'agir d'une intoxication volontaire ou accidentelle, et ceci peut survenir soit en milieu professionnel ou non professionnel. Au milieu professionnel, nous allons voir selon donc c'est l'industrie des pesticides lors de la fabrication, du conditionnement de ces produits-là. Au milieu non professionnel, soit dans l'environnement, soit au milieu domestique, suite par exemple à une tentative de suicide, ou accidentellement par le déconditionnement, c'est-à-dire on va préparer par exemple, on va diluer une poudre de pesticide inhibiteur de cette enzyme dans une bouteille d'eau embouteillée, où donc l'intoxiqué, c'est-à-dire va subir ces effets néfastes de ces substances-là par erreur. Alors la source aussi, elle peut être différente selon les cas d'intoxication. Donc, et ça va rejoindre ce qu'on nous venons de dire par rapport aux circonstances d'intoxication. Du moment où nous avons évoqué la circonstance professionnelle, donc là, nous parlerons de l'industrie des pesticides. Ça peut être non professionnel, comme je vous ai dit, donc alimentaire. Nous parlons des résidus de pesticides dans l'aliment, que ce soit donc un aliment d'origine animale ou végétale, mais les pesticides sont beaucoup plus évoqués
est rapportée lorsqu'il s'agit d'une alimentation d'origine végétale que celle animale. L'environnement, suite à l'épandage de ces substances ou suite à la santé dans le cadre de la santé communautaire, comme vous l'avez déjà observé, il peut s'agir d'épandage de ces aérosols, de ces substances-là, sous forme d'aérosols de ces substances-là, afin de lutter, par exemple, contre le moustique tigre. Voilà. Ou bien carrément dans les laboratoires d'analyse par la manipulation sans se protéger de ces substances-là dans un but par exemple de recherche ou d'analyse de ces substances-là. Nous passons maintenant à la cinétique des organophosphorés des carbamates. Donc, il faut savoir que ces substances-là, elles sont bien résorbées par toutes les voies, qu'elles soient orales, transcutanées ou pulmonaires, et d'ailleurs même oculaires, d'autant plus qu'ils sont volatiles pour la voie respiratoire, puisque nous avons parlé d'une volatilité assez limitée pour les deux catégories de substances. Alors, après absorption, dans les deux cas d'ailleurs, ils vont subir une biotransformation. Cette biotransformation, comme vous l'avez déjà vu lors du premier chapitre, a eu lieu majoritairement pardon, et principalement au niveau hépatique, en faisant intervenir différentes enzymes comme les oxydases, les hydrolases et les transférases. Aussi, donc, ceci est valable pour les carbamates à quelques différences près, et ceci est expliqué par la forte donc lipophilie des organophosphorés par rapport à celle des carbamates. Donc nous n'allons pas observer vraiment un phénomène d'accumulation au niveau de l'organisme dans le sens du stockage de ces substances dans l'organisme. Il y aura donc aussi un faible passage à travers la barrière hémato-encéphalique des carbamates par rapport aux organophosphorés. Et aussi, il a été rapporté l'existence d'un cycle entérohépatique pour les carbamates et pour leurs métabolites par rapport aux organophosphorés. Toujours dans la cinétique, donc une fois absorbé, il va se retrouver au niveau du compartiment sanguin. Et là, il va y avoir donc une distribution plus ou moins homogène de ces substances dans l'organisme, en priorité selon leur lipophilie, donc dans les tissus riches en lipides, mais aussi dans les tissus bien sûr donc vascularisés. Et nous citons surtout pour les organophosphorés le système nerveux central, d'où leur mécanisme neurotoxique, mais aussi au niveau hépatique. Les substances organophosphorées les plus touchées par ce stockage ou cette accumulation au niveau des graisses sont le diazinon, le phénitrantion et le parathion. Pourquoi? Par rapport à leur lipophilie. Donc, ce sont des molécules, on va dire, les plus lipophiles parmi les organophosphorés. Il va y avoir, suite à ce stockage, des phénomènes de redistribution avec comme conséquence une symptomatologie en cas d'intoxication qui est tardive et des évolutions prolongées qui peuvent survenir quelques jours, voire même une semaine après. Alors, une fois donc distribué, donc il va y avoir bien sûr un passage au niveau hépatique, et donc ce passage va être responsable d'une biotransformation de ces substances en métabolites, en métabolites plus hydrophiles, plus facilement éliminables. Alors ici donc il y aura donc un métabolisme essentiellement hépatique, mais aussi on peut observer un métabolisme au niveau du tube digestif, donc bien sûr au niveau sanguin et du système nerveux central. Alors, il faut savoir qu'il s'agisse d'organophosphorés ou de carbamates, ils sont beaucoup plus concernés par les réactions d'hydrolyse, dans le sens où l'hydrolyse enzymatique, elle représente une réaction de biotransformation importante. Elle se fait par l'intervention des estérases plasmatiques, mais aussi par les pseudocholinestérases. Et là, donc, j'ouvre une parenthèse par rapport à ça.
Alors, les pseudocholinestérases, ce sont des cholinestérases à distribution donc plasmatique qui sont un petit peu différentes de la cholinestérase donc érythrocytaire qui est donc au niveau du globule rouge et au niveau du système nerveux. Donc, celle-là, elle a un groupement butyl, donc elles sont aussi appelées butyrylcholinéstérase. Donc, elles peuvent subir également d'autres réactions, en plus de l'hydrolyse, des réactions d'oxydation et d'isomérisation. Aussi, donc, nous rappelons que l'oxydation des thionophosphates constitue un processus de bioactivation. J'ai déjà expliqué cela. Et ce sont les métabolites qui vont exercer cet effet toxique et cette inhibition de cette enzyme-là. Nous aussi, nous pouvons citer l'isomérisation des thiophosphates en des thionophosphates en thiophosphates. Nous passons à l'élimination des organophosphorés. Il faut savoir que l'élimination des organophosphorés, elle est assez rapide. Pourquoi? Parce que on a abouti à la fabrication des métabolites plus hydrophiles et donc ils vont être facilement éliminés au niveau urinaire en majeure partie jusqu'à 90% dans les 48 heures suivant leur administration. Par contre, à souligner que l'élimination des organophosphorés soufrés, qu'on appelle aussi thionophosphates, est un peu plus lente du fait de leur liposolubilité et de leur stabilité supérieure et ils s'éliminent également par le lait mais assez rapidement. Nous clôturons avec la toxicocénétique des organophosphorés et nous allons un petit peu parler des carbamates, quelles sont les différences, quels sont les points communs, même si ça a été dit en début de ce chapitre qui est la cinétique des pesticides inhibiteurs de l'activité cholestérasique. Alors, il faut savoir que la cinétique des carbamates, elle est voisine de celle des organophosphorés, c'est-à-dire par rapport à leur absorption, elle se fait par les trois voies qui ont déjà été citées, sauf que d'ailleurs c'est valable pour certaines molécules aussi organophosphorées. Il faut savoir que la voie respiratoire, elle est tributaire de la formulation du produit et ceci compte tenu de la non-volatilité de la plupart des dérivés, de la taille des gouttelettes qui reste plus ou moins importante. Elle dépasse donc les 5, on va dire, micromètres. Il faudrait que ça soit pulvérisé ou ça soit présenté sous forme d'aérosol pour qu'il y ait cette absorption par voie pulmonaire et d'ailleurs ça ne va pas dépasser la voie aérienne supérieure. Donc, elle se distribue donc dans tous les tissus, comme pour les organophosphorés, et ils sont totalement et rapidement métabolisés en moins de 24 heures par des réactions de la même manière que pour les organophosphorés, par des réactions d'hydrolyse, d'oxydation et de conjugaison. Nous notons pas de phénomène d'accumulation et donc les métabolites vont être directement et rapidement éliminés au niveau des urines. Donc pas de phénomène de stockage, pas de phénomène de redistribution pour les carbamates. Voici un tableau récapitulatif, il reprend quelques exemples de molécules d'organophosphorés et de carbamates avec leurs métabolites. Nous citons le chlorpyrifos qui va produire le chlorpyrifos oxone qui a déjà été cité. Le malathion et le parathion donc vont donner respectivement le malaoxone et le paraoxone et le phosalone va donner l'oxophosalone. Pour les carbamates, nous citons l'aldicarbe qui est de classe 1A, rappelez-vous, il est extrêmement toxique. Donc, lui, il va donc être transformé en aldicarbe sulfoxyde. Les thiodicarbes, généralement, ils subissent, comme pour les organes phosphorés soufrés, d'abord une bioactivation pour pouvoir exercer leur effet inhibiteur de l'activité cholestérasique. Nous avons fini avec la cinétique des pesticides organophosphorés et carbamates. Avant d'aborder et d'expliquer leur mécanisme d'action toxique, il est judicieux de rappeler quelques notions relatives à l'acétylcholine et la cholineestérase. Alors, l'acétylcholine constitue un neuromédiateur du système nerveux
du système nerveux autonome avec au niveau du système nerveux et au niveau de la jonction neuromusculaire où il va y avoir ce système nerveux autonome qui va être responsable de l'énervation la constitution de ces nerfs au niveau des viscères du cœur et de la peau et ceci va être sous le contrôle de deux systèmes que vous connaissez, le système sympathique ou orthosympathique et le système parasympathique, sans oublier le système nerveux entérique. Donc tout ça va constituer le système nerveux autonome où l'activité où la cholinestérase et donc le neuromédiateur l'acétylcholine joue un rôle important. Nous allons voir à quel niveau. Donc nous continuons avec ce rappel-là. Donc le système nerveux autonome qui est impliqué dans plusieurs systèmes, à savoir donc la contraction et la relaxation des muscles lisses, l'extraction endocrine exocrine, l'activité cardiaque, le métabolisme énergétique et le système immunitaire. Donc, je rappelle ceci pour justement après déduire quelles sont les conséquences d'une inhibition du système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, donc constitué de deux principaux systèmes, donc sympathique et parasympathique. Le sympathique qui est qualifié d'ergotrope, c'est-à-dire il va mobiliser l'énergie en cas de stress avec une action permanente et cruciale en situation d'urgence. Il utilise comme neuromédiateur l'adrénaline et la noradrénaline. Donc ceci a été à titre informatif et indicatif. Ce qui nous intéresse pour ce cours est le système parasympathique qui est qualifié de trophotrope, c'est-à-dire il fait tout pour économiser l'énergie, il va maintenir les activités de base et il utilise comme neuromédiateur l'acétylcholine dans la formule chimique et celle qui est représentée par cette image-là ou cette photo. Donc nous retenons que l'acétylcholine intervient dans le système parasympathique au niveau du système nerveux autonome. Alors, le système parasympathique, il va intervenir au niveau des voies nerveuses parasympathiques, constituées par deux neurones cholinergiques successives, un premier neurone et un deuxième neurone. Entre les neurones, donc on a la synapse, donc la fente synaptique, où il y aura relargage de ces neuromédiateurs. Donc, un système parasympathique avec un premier neurone qui va donc être représenté par le corps cellulaire, par un corps cellulaire dans la moelle épinière, donc au niveau des nerfs crâniens et des nerfs sacrés. Un deuxième neurone qui va être ancré dans le corps cellulaire sont ancrés dans les ganglions parasympathiques, c'est-à-dire au niveau des organes innervés. Voici donc l'acétylcholine constituée d'un groupement acétyl et de la choline. L'acétylcholine est un neurotransmetteur, comme nous l'avons dit, qui joue un rôle important aussi bien au niveau du système nerveux central que périphérique. Nous allons voir comment elle est synthétisée, comment elle est catabolisée et comment elle est stockée. Alors, l'acétylcholine, donc je rappelle que à partir ou à l'issue d'un métabolisme des glucides, il y aura formation donc de l'acétylcoenzyme à partir duquel nous allons récupérer le groupement acétyl par une choline acétyltransférase qui va justement transférer ce groupement et le lier donc à la choline, à l'origine de la formation de l'acétylcholine qui va être stockée dans des vésicules de sécrétion. Le stockage se fait dans une vésicule de sécrétion. Voilà. Nous n'allons pas rentrer dans le détail. Par contre, ce qui est important à connaître, que comment son action va avoir lieu, donc suite à l'arrivée d'un potentiel d'action, il y aura donc un élément présynaptique dépolarisé et suite à cette dépolarisation, il y aura l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants
qui vont donc être responsables de l'entrée d'ions calciques et donc déclenchement de l'exocytose avec libération de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique. Ceci pour vous dire que l'exocytose ou la libération de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique se fait suite à l'ouverture de ces canaux calciques voltage dépendants. Dans la synapse, il y aura donc l'acétylcholine qui va être libérée sous forme de paquet virtuel qu'on appelle quanta. Voilà. Et ensuite, elle va être donc métabolisée ou catabolisée dans le sens inverse, c'est-à-dire à partir de l'acétylcholine, il y aura donc une hydrolyse en acétyl, donc formation d'acide acétique, et en choline. Je rappelle que l'acétylcholinestérase, donc elle est présente au niveau de la fente synaptique, au niveau de la membrane cellulaire externe, et que les cholinestérases sont présentes au niveau plasmatique et tissulaire. Donc voilà. Les récepteurs, donc cette acétylcholine, comment elle va exercer son effet? Donc elle va se lier à ces récepteurs qu'on appelle récepteurs cholinergiques, dont la localisation donc peut les qualifier de récepteurs nicotiniques et de récepteurs muscariniques, avec une localisation au niveau du système nerveux central pour les deux types de récepteurs, qu'il s'agisse de récepteurs nicotiniques ou muscariniques, mais à une différence près, et celle de la présence de ces récepteurs nicotiniques au niveau de la jonction neuromusculaire et des ganglions du système autonome, alors que les récepteurs muscariniques se trouvent au niveau de l'innervation parasympathique, donc au niveau des différents tissus. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet par rapport au mécanisme d'action des organophosphorés et des carbamates. Donc, je rappelle, il s'agit de substances anticholinéstérasiques. Ce sont des inhibiteurs de cette enzyme qu'on appelle la cholinestérase. Donc, ils vont inhiber non seulement l'acétylcholinestérase, une enzyme chargée de la dégradation de l'acétylcholine libérée au synapse du système nerveux parasympathique, mais aussi au niveau de l'inhibition de la pseudocholinestérase. Je vous ai déjà parlé de la butyrylcholinestérase qui se trouve au niveau plasmatique, qu'on appelle aussi pseudocholinestérase, et d'autres estérases comme les carboxyestérases qui se retrouvent au niveau de la myéline du cerveau, au niveau de la moelle épinière, au niveau des nerfs périphériques. Il faut aussi savoir que c'est précisément les organophosphorés, ils inhibent non seulement ces trois types d'enzymes, mais aussi ils inhibent d'autres estérases non spécifiques. Le mécanisme d'action toxique, donc, il est expliqué par cette inhibition de cette enzyme-là, avec une action importante, enfin la plus connue au niveau de la synapse cholinergique, inhibition de ces enzymes cholinestérases, mais aussi une autre enzyme qui a été citée, donc c'est la neuropathie target estérase, donc c'est une estérase c'est une plutôt enzyme qui est impliquée dans le métabolisme lipidique neuronal. Comme vous le savez, la matière graisseuse, les lipides sont très présents au niveau du système nerveux. Donc, elle est impliquée dans le métabolisme lipidique neuronal. Aussi, d'un autre côté, il faut savoir que le mécanisme d'action toxique, il va déterminer le délai d'apparition des manifestations toxiques. De là, donc, est tirée la notion de réversibilité de l'action par rapport aux carbamates et par rapport aux organophosphorés. Nous pouvons donc dire que les organophosphorés qui sont qualifiés d'inhibiteurs irréversibles ont un délai donc d'inhibition plus important que celui constaté pour les carbamates. Donc là, comment cela se fait? Regardez physiologiquement en présence de notre neuromédiateur qui est l'acétylcholine. Il y aura donc liaison avec la cholinestérase pour justement pour qu'il y ait cette lyse, pour que l'enzyme fasse son action donc lytique. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y aura fixation de la partie donc choline
qui est chargé positivement grâce à son atome azote, donc qui va être fixé au site anionique, donc qui est chargé négativement, et l'autre partie qui est l'acide acétique, donc là c'est la partie, le groupement acétyl ou le groupement acétylé, de par son groupement donc OH. Donc, il va y avoir une fixation avec le site estérasique. D'ailleurs, dans le temps, on l'appelait le site euh, cationique. Là, donc, le site estérasique, donc, rappelez-vous que c'est par la partie, donc, par le groupement acétylé que l'enzyme va donc fixer donc, au niveau de son site estérasique l'acétylcholine. Et de là, donc, il y aura la lyse de cette substance-là, qui est l'acétylcholine, à l'origine de la formation de la choline d'une part et de l'acide acétique de l'autre part. Ça, c'est physiologiquement parlant. En présence d'un inhibiteur de l'activité cholinestérasique, soit organophosphoré ou ou carbamate, il y aura donc une action inhibitrice de cette enzyme. Alors, nous allons d'abord détailler cela pour l'organophosphoré. Il faut savoir qu'il va y avoir une liaison covalente. Il va y avoir une liaison covalente au niveau donc du groupement hydroxyle de la sérine du site estérasique de la choline estérase, ceci à l'échelle moléculaire. Donc je répète, donc à l'échelle moléculaire, qu'est-ce qu'il va y avoir? Les organophosphorés et leurs oxans, c'est-à-dire et leurs métabolites, vont se lier de façon covalente au niveau du groupement hydroxyle de la sérine de site estérasique de l'enzyme la choline estérase, donc en libérant le groupement X. Je vous ai déjà dit que le groupement X de l'organophosphoré, il va déterminer cette action inhibitrice. De là, donc, l'enzyme va être phosphorylée. L'enzyme phosphorylée ainsi formée est stable, mais réactivable. Ça, c'est une notion très importante. Ensuite, donc, cette réactivation, elle va se faire soit spontanément, c'est donc le cas des organophosphorés diméthylés. Je vous ai dit que les groupements éthylés étaient plus toxiques par rapport aux groupements méthylés. Ceci est expliqué par cela, par ça. C'est-à-dire que le fait que la réactivation, donc elle va pas se faire rapidement. Les groupements diméthylés sont plus moins toxiques. Pourquoi? Parce que la déphosphorylation ou la réactivation de la cholinestérase va se faire plus rapidement. Nous citons comme exemple des organophosphorés diméthylés le dichlorvos, le diméthoate et le malathion que je vous demande de retenir. Soit par les oxymes qui constituent un traitement antidotal que nous allons détailler ultérieurement. En l'absence de réactivation, par exemple, lorsque l'organophosphoré il se lie de façon covalente et pendant longtemps, il va y avoir quoi? Il va y avoir un phénomène de réarrangement moléculaire, donc à l'origine de la perte non enzymatique d'un radical alkyle de l'organophosphoré, et là la déphosphorylation elle va devenir impossible. On va carrément perdre notre enzyme qui est la cholinestérase, et c'est là où nous allons parler d'un phénomène qu'on appelle le aging de la cholinestérase, c'est-à-dire le vieillissement de la cholinestérase. Là, pour qu'il y ait une activité enzymatique, il faut qu'il y ait carrément une production, un renouvellement de la cholinestérase. Voici donc un autre schéma très explicite et intéressant. Pourquoi? Il va nous montrer la différence entre les deux cas de figure. Regardez, donc là, devant un cas normal, en présence donc de l'acétylcholine, il y aura donc, après avoir donc exercé son effet, physiologiquement parlant, pour qu'il y ait cette lyse, regardez, il va se lier à l'enzyme. Et comme vous l'avez vu, il y aura production de la choline et de l'acétate. En présence
d'un organophosphoré, il va plus y avoir d'hydrolyse de l'acétylcholine, il va y avoir plutôt de la cholinéstérase bloquée. Donc, nous avons parlé, rappelez-vous, de la cholinéstérase phosphorylée, qui va donc, avec accumulation de neuromédiateurs ici, qui est l'acétylcholine, qui va être responsable de ce qu'on appelle le syndrome cholinergique. Aussi, regardez, je vous ai déjà expliqué, par son groupement hydroxyle, la sérine va fixer l'organophosphoré. Ici, donc, c'est l'acétylcholine. Mais si c'était l'organophosphoré, ça aurait été l'organophosphoré à ce niveau-là, donc au niveau du site estérasique. Là, je vous montre juste la différence entre un groupement donc soufré et un groupement oxygéné. Alors ici, regardez, on a lorsqu'il s'agit de l'acétylcholine et lorsqu'il s'agit de l'acétylthiocholine. C'est-à-dire là, c'est la même chose pour l'organophosphoré et l'organophosphoré soufré. S'il s'agit de l'acétylcholine, on aura formation de l'acide acétique plus la choline. En présence sous l'action de la cholinéstérase, en présence de l'acétylthiocholine par rapport au soufre, regardez la différence entre les deux enzymes, les deux neuromédiateurs. On aura formation de l'acide acétique dans les deux cas, par contre avec formation de la thiocholine. J'attire votre attention que l'acétylcholine est un neuromédiateur très important. Il participe, entre autres, dans les processus de mémorisation et d'apprentissage chez l'être humain. Nous avons fini avec le mécanisme d'action des organophosphorés. Nous finissons par le mécanisme d'action des carbamates en mettant en avant les points communs et les points différents entre les deux sous-classes. Alors, comme les organophosphorés, les carbamates inhibent les différentes cholinéstérases de l'organisme, à savoir l'acétylcholinestérase qu'on appelle cholinestérase vraie, la butyrylcholinestérase qu'on appelle la pseudocholinestérase et d'autres cholinestérases non spécifiques. Nous avons cité la carboxycholinestérase ou estérase qui sont présentes dans le foie et divers tissus. Donc, la toxicité, elle est similaire à celle des organophosphorés, avec une différence par rapport à la réversibilité de la déphosphorylation de l'enzyme, alors que pour les organophosphorés, on parle d'une enzyme ou d'une cholinestérase phosphorylée. Ici, on parle d'une enzyme carbamylée ou d'une cholinestérase carbamylée qui est moins stable que l'enzyme phosphorylée. Donc, le phénomène de déphosphorylation ou le phénomène de réactivation va être plus rapide pour les carbamates par rapport aux organophosphorés. Un deuxième point que j'ai déjà cité, il n'existe pas de phénomène de vieillissement ou de aging de l'enzyme pour les carbamates par rapport aux organophosphorés et on parle d'un syndrome central moins marqué pour les carbamates par rapport aux organophosphorés. Bien sûr, ce mécanisme d'action toxique est responsable d'une clinique, d'une symptomatologie. Il faut savoir que pour ces inhibiteurs de l'activité cholestérasique, nous citons donc le syndrome cholinergique qui associe trois syndromes, donc le syndrome muscarinique, le syndrome nicotinique et un syndrome central. Alors le syndrome muscarinique, c'est par rapport à l'inhibition de l'enzyme au niveau des récepteurs muscariniques, à l'origine de signes oculaires, de respiratoires, digestifs et cardiovasculaires que nous allons détailler, d'un syndrome nicotinique par rapport aux récepteurs nicotiniques, où, rappelez-vous, c'est la jonction neuromusculaire, entre autres, qui est touchée, en plus du système nerveux central. Donc, vous avez donc les fasciculations musculaires, des crampes, une asthénie. C'est carrément une atteinte de la plaque motrice qui peut s'aggraver et elle va se manifester sous forme de paralysie de muscles, des muscles striés jusqu'à l'arrêt respiratoire. Donc, et il faut savoir que le syndrome nicotinique est d'apparition plus tardive par rapport au syndrome muscarinique. D'ailleurs, il constitue un signe de gravité de l'intoxication par ces inhibiteurs. Le syndrome
nicotinique. En plus de ce qu'on vient de citer par rapport à la jonction neuromusculaire, il peut aussi être responsable d'une mydriase en cas de contact de l'organophosphoré, particulièrement avec donc la muqueuse oculaire. En début d'intoxication, on peut aussi observer paradoxalement, vous allez comprendre pourquoi je dis paradoxalement au syndrome muscarinique, une hypertension artérielle et une tachycardie. Enfin, donc, le syndrome central qui va s'exprimer en troubles du comportement, type donc troubles du comportement avec ataxie. Des crises convulsives intenses ont été aussi décrites. Elles sont tonico-cloniques. Une encéphalopathie, ça peut dégénérer jusqu'au coma suite donc associée ou pas à une dépression respiratoire et donc ça peut déboucher ou ça peut engendrer le décès de l'intoxiqué. En plus donc de ce qu'on vient de dire, donc nous allons détailler les composantes du syndrome muscarinique en détaillant les différents signes. Nous commençons par les signes oculaires. Alors dès qu'on parle d'un syndrome muscarinique, donc il vient à l'esprit donc l'apparition d'un myosis particulièrement et principalement, mais aussi il peut s'agir de troubles de l'accommodation, de photophobie, de douleurs oculaires. Des signes respiratoires peuvent aussi apparaître, type bronchospasme et une hypersécrétion de tout type, à savoir lacrymale, sudorale, nasale, salivaire et bronchique, jusqu'à donc l'apparition d'un œdème pulmonaire dans certains cas lorsque l'intoxication est grave ou lorsque donc il y a une vulnérabilité chez l'intoxiqué. Les signes digestifs, généralement, sont les signes les premiers à apparaître. Donc, des spasmes gastro-intestinaux, des coliques avec une incontinence fécale et des nausées et vomissements. Enfin, donc des signes cardiovasculaires, je vous ai dit paradoxalement, effectivement, nous avons parlé d'un syndrome nicotinique où en début d'intoxication, on peut observer une hypertension artérielle avec tachycardie. Là, donc, pour le syndrome muscarinique, donc il peut s'agir d'une hypotension artérielle par vasoplégie, une bradycardie, ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Ce sont donc des syndromes qu'on peut observer lors de l'intoxication surtout par les organophosphorés, mais aussi en cas de carbamate. Il faut savoir que ce sont des signes qui sont corrélés au degré de la baisse de l'activité cholestérasique. Euh, bon, ceci est controversé selon la littérature. Pour certains, il n'y a pas de corrélation, on va dire, entre les deux. Donc, apparaissent en général lorsqu'elle-ci s'abaisse au-dessous de 50%. Mais là, on parle de ce pourcentage surtout chez les travailleurs ou chez les personnes chez qui on a un repère du taux de cette enzyme, de l'activité de cette enzyme-là. Une inhibition de plus de 90% par rapport au taux physiologique de l'activité cholestérasique et à l'origine d'intoxication grave. Des complications neurologiques peuvent aussi apparaître. Il s'agit du syndrome intermédiaire, la neuropathie tardive, qui a été expliquée entre autres par l'inhibition de jusqu'à 70 à 80% de la neuropathie target estérase que j'ai déjà cité, un syndrome extra-pyramidal. Alors, regardez là, vous avez un tableau qui va donner la relation entre la sévérité clinique d'une intoxication aux organophosphorés et la réduction de l'activité cholinestérasique. Cette sévérité peut être légère avec une inhibition allant de 21 à 50% de cette enzyme et dont la clinique peut associer un myosis, une hypersalivation, des nausées, vomissements, diarrhée et autres symptômes. Lorsque l'inhibition elle est moindre, donc la sévérité elle est moindre, elle est modérée, il y aura seulement une altération de l'état de conscience avec des troubles comme des troubles de l'élocution, des fasciculations musculaires. Et lorsque l'activité cholestérasique elle est
elle est plus basse. Donc là, l'intoxication, elle est sévère. Et là, on aura carrément une paralysie, un œdème pulmonaire, une détresse respiratoire, une hypotension, jusqu'au coma et bien sûr et des convulsions. Donc, c'est dans un ordre croissant de sévérité et un ordre bien sûr décroissant du taux de l'activité cholinésterasique, c'est-à-dire que c'est inversement proportionnel. Plus donc le taux est bas et donc plus l'inhibition est importante et plus la sévérité, l'intoxication est sévère. Donc, nous allons un petit peu détailler ce syndrome intermédiaire. Donc, le syndrome intermédiaire, il s'agit d'une atteinte neuromusculaire qui va apparaître jusqu'à 96 heures en post-intoxication, après rétrocession, donc après régression des signes d'imprégnation cholinergique. On peut observer une atteinte paralytique caractéristique avec une atteinte diaphragmatique à l'origine d'une insuffisance respiratoire aiguë. La neuropathie tardive, donc il s'agit d'une polyneuropathie qui s'observe jusqu'à 3 semaines après l'intoxication initiale, avec une atteinte sensitivo-motrice, une prédominance au niveau des membres inférieurs, des crampes musculaires douloureuses, une fatigabilité progressive des membres, jusqu'à avoir une hypotonie et des troubles sensitifs modérés. Le syndrome extrapyramidal, il s'agit d'une hypertonie de type extrapyramidal avec des tremblements de repos, au repos, exagération des réflexes ostéotendineux et complications spontanément résolutives au bout de quelques jours. Quant au carbamate, le tableau clinique de l'intoxication aiguë est donc très voisin de celui provoqué par l'organophosphoré, avec intrication des signes muscariniques, nicotiniques et centraux, comme nous l'avons déjà vu. La différence majeure réside dans l'hydrolyse spontanée, théoriquement en quelques heures, de la liaison carbamate-acétylcholine, sans phénomène de vieillissement de l'enzyme, mais avec destruction de l'insecticide. La symptomatologie est donc de courte durée, 12 à 24 heures usuellement, il n'y a pas de toxicité cumulative. Enfin, les carbamates ne sont pas génotoxiques ni reprotoxiques expérimentalement. Les études de cancérogénèse animale sont négatives pour la plupart des dérivés, alors que ce n'est pas toujours le cas pour les organophosphorés, où c'est vraiment controversé. Par rapport à leur cancérogénicité, on a, selon le site, on a proposé une classe 2B. Et par rapport à leur génotoxicité, reprotoxicité, donc on n'est pas encore d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a jugé que les études qui ont rapporté cette toxicité sont biaisées. Nous arrivons au diagnostic et la surveillance de l'intoxication. Donc, mes chers abonnés, chers étudiants, restez branchés dans la deuxième partie de cette présentation de ce cours-là pour justement connaître comment peut-on diagnostiquer, surveiller cette intoxication. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo et laisser des commentaires si vous avez des questions. Merci.